IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous, émission c'est-à-dire aujourd'hui il est 14h, nous sommes lundi et nous allons parler avec Jacques Martineau de la France, de l'Europe, de la zone euro et des intérêts divergents dans cette zone euro, donc avec Jacques Martineau qui après un long parcours scientifique en France et en outre-Atlantique a occupé de multiples responsabilités opérationnelles au CEA, DAM, il nous expliquera ce que c'est dans quelques instants. Ensuite, il a été 3 ans DRH dans un groupe international d'informatique, puis il a pris la tête d'un organisme de rapprochement, recherche entreprise en liaison avec le CNRS. Il est fondateur du club Espace 21, il a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite et pour l'ensemble de sa carrière. Le ministère de la Recherche le fera donc chevalier de la Légion d'honneur. On l'a déjà entendu sur cette antenne il y a quelque temps sur le chômage, une solution au chômage. Et là, on est sur un autre de ses livres, Une Europe sans euro ou un euro sans Europe. Jacques Martineau, bonjour. Oui, bonjour Madame Vérin. Bonjour, alors CEADAM. Oui, c'est le commissariat à l'énergie atomique et la direction des applications militaires. D'accord. Donc là, on va plutôt parler de l'Europe et de l'euro. Une Europe sans euro ou une euro sans Europe. Vous commencez votre livre en écrivant « Qui peut se permettre aujourd'hui d'affirmer que notre pays est encore maître de ses choix souverains, politiques et financiers, économiques et sociaux sur l'échiquier européen ou mondial ?» Alors, l'objet de votre essai est d'abord de réviser la plupart des faits qui ont alimenté la crise et qui continuent à l'entretenir en essayant de mieux les comprendre. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous expliquez déjà que très peu de gens connaissent la différence entre la zone euro, les membres de la Commission européenne. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'Europe exactement aujourd'hui et l'euro ? Écoutez, la première chose, c'est que en général, on a tendance à parler de l'Europe. Mais l'Europe, ça n'est pas l'Union européenne, et l'Union européenne comprend la zone euro. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui, c'est 50 pays, dont le Vatican. Et cette situation, si vous voulez, de l'Europe a tendance à nous amener à présenter effectivement l'Europe comme étant l'Union qui est en tête du PIB mondial avec 26%, devant les États-Unis, qui est à 23%, et très loin derrière, la Chine et le Japon. En fait, ce qui est très important de savoir, c'est que nous avons une Europe à 28 pays, une zone euro à 18 pays qui font partie de cette Union européenne, et au-delà de ça, un certain nombre de pays, si vous voulez, qui ne font pas partie de ce que l'on appelle l'Union européenne, mais qui, dans un système complexe, participent à l'économie de l'ensemble. Je donnerai simplement quelques noms. Il y a une association aujourd'hui, si vous voulez, qui s'appelle une association européenne de libre-échange. Qui sait ce que c'est que l'association européenne de libre-échange ? C'est la Norvège, c'est le Liechtenstein, c'est la Suisse et l'Islande. Bien. Et ça fait partie de l'espace Schengen. Et en même temps, si vous voulez, ça fait partie donc de cette Europe et de cette zone euro, puisqu'ils ont le droit d'échanger dans cette monnaie. Vous avez au-delà de ça un espace économique européen qui, lui, va inclure un certain nombre d'autres pays qui sont dans l'Union européenne, qui vont inclure cette association européenne de libre-échange et qui ne sont pas dans la zone euro. Vous avez également une union douanière avec l'Union européenne, en particulier, c'est vrai pour la Turquie, c'est vrai pour Monaco, etc., et d'autres pays. Vous avez encore un accord de libre-échange de centre européen. Et puis, au-delà de tout ça, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une cinquantaine de pays, dont 31 ont le droit d'échanger et qui ont des mécanismes facilitant le change en termes d'euros. Bon, vous voyez la complexité du système. Chacun de ces ensembles ayant des droits et des devoirs totalement différents avec des règlements complètement différents. On peut rappeler ce que c'est que l'espace Schengen ? Oui, tout à fait.
Alors en ce qui concerne l'espace Schengen, si vous voulez, c'est une zone de libre circulation et où je dirais un espace sans frontières. Alors ce qui est paradoxal, c'est que l'espace Schengen, 22 États de l'Union européenne, qui, comme je venais de vous le dire, en comprend 28, 22 de ces États sont dans l'espace Schengen. Ce qui veut dire qu'il y en a en dehors de l'espace Schengen, il y en a, si vous voulez, comme la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Bulgarie, Chypre, Croatie et Roumanie ne font pas partie de l'espace Schengen. En ce qui concerne, pour arriver à 22, il y a aussi, en plus de ces 22, 4 États qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont des accords avec l'Union européenne, font eux partie de l'espace Schengen. Il y a l'Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse. D'accord, l'espace Schengen, c'est la libre circulation des humains, c'est ça, non? Oui, des personnes. Voilà, ok, on est d'accord. On aurait pu parler du grand traité transatlantique ou TAFTA qui va nous tomber dessus dans quelques temps. Oui, alors effectivement, le problème qui se pose aujourd'hui, si vous voulez, il y a eu avec le Canada des accords qui ont été engagés, ça a été négocié à l'initiative donc du Conseil européen, puisqu'on verra les structures, c'est extrêmement lourd. Le Conseil européen, c'est les gouvernements, c'est les chefs d'État et premiers ministres. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une négociation qui a été demandée à José Manuel Barroso, qui a engagé cette négociation en particulier avec le Canada. Ça s'est terminé, si mes souvenirs sont exacts, en juin ou juillet. Un préaccord a été signé qui doit être validé par le Parlement européen. S'il est validé, il ne peut pas être contesté par les parlements nationaux. Ben oui, parce que la règle du jeu est la suivante. On ne discute pas les décisions de l'espace européen. Quand le Parlement a décidé, il faut savoir qu'aujourd'hui, juridiquement, les décisions prises par le Parlement européen sont supranationales, c'est-à-dire que les parlements nationaux ne peuvent pas contester ces décisions. C'est pourquoi on dit souvent 80% des lois que nous votons en France sont commanditées par Bruxelles. En fait, en ce qui concerne, vous m'avez posé la question pour le Canada, pour les États-Unis et le Canada. Donc pour le Canada, c'est en cours et bien avancé. En ce qui concerne les États-Unis, il y a énormément de difficultés et à la fois, alors je passe sur les détails comme l'espace culturel, les priorités culturelles, etc. Mais il est évident qu'au niveau agricole, ça pose des problèmes considérables. Oui, mais ça, on fera une émission là-dessus, donc c'était juste voilà. Pour le rappeler. Alors, donc, qui peut se permettre aujourd'hui d'affirmer que notre pays est encore maître de ses choix souverains dans la mesure où dès que le Parlement a décidé quelque chose, les pays n'ont qu'à s'aligner. On peut rappeler que depuis plus d'un demi-siècle, vous le dites, l'Europe tente de se construire et que c'est la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, qui est considéré comme l'acte fondateur. Tout à fait. Alors là sur sur les rappels historiques, il faut savoir qu'au départ, effectivement, ce qui a été considéré comme un acte fondateur, c'est essentiellement donc le discours de Robert Schuman. Ensuite, en 51, comme vous le savez, il y a eu la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, avec l'allemand Konrad Adenauer et le français Jean Monnet, un italien également qu'on oublie, Alcide de Gasperi. En 57, ça a été le traité de Rome, et là on est passé du CK à la CEE, c'est-à-dire la Communauté économique européenne. Et c'est là, quand on parle des membres fondateurs, 6 pays sont membres fondateurs. L'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 73, on va voir arriver, et là il y a eu une adhésion qui n'a pas été sans mal et qui a été provocatrice, c'est l'arrivée du Royaume-Uni. Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni qui adhèrent à la CE. Ce sera encore le cas de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal. L'Espagne et le Portugal en 86, la Grèce en 81, et c'est en 86 qu'on aura un acte unique européen. Jusqu'en 1992, le traité de Maastricht, nous aurons en fait ce
que l'on a appelé l'acte unique européen de cette union économique, quoi. Et on a aussi le traité de Lisbonne. Alors justement, ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'après après tout ça, depuis Maastricht, si vous voulez, on est passé en fait très rapidement de 12 à 15 membres, avec l'Autriche, la Finlande et la Suède. Il y a eu le traité d'Amsterdam, qui, par rapport au traité de Maastricht, a fait quelques aménagements mineurs. Il y a eu une création de zone euro en 1999, parce que lors du traité de Maastricht, les pays, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France n'étaient pas satisfaits de la précipitation avec laquelle le chancelier Helmut Kohl avait décidé du rapprochement Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, et de rapprocher les deux pays, si vous voulez. Et là, il y a eu une négociation forte qui s'est faite avec le président François Mitterrand, avec Jacques Delors et avec le chancelier Kohl pour essayer d'arrondir un petit peu les angles en disant c'est entendu, mais désormais on aura quand même, il faut inscrire dans le traité l'idée d'une zone euro et avoir un euro qui soit mis en place avant le début du aux alentours de l'an 2000. Et là, les Anglais, eux, ça ne leur a pas plu parce qu'il y avait de la précipitation et les Américains, eux, n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient que la réunification de l'Allemagne se fasse sous leur égide. D'accord, donc l'euro, ça a été 2002 officiellement, puisqu'on pouvait déjà faire des chèques un peu avant en euros, mais officiellement la monnaie est arrivée en 2002. Oui. Et alors, il y a eu le traité de Nice en 2003. Qui a fait quelques élargissements, mais le traité de Nice a été plutôt... Alors là, je n'ai plus mémoire de tout ça, mais ce qu'il en ressort, c'est que le ressenti était que le traité de Nice était très confus. C'est à quel moment que les Français ont voté non C'était pour quel traité? En 2005. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu... Alors, ce qui est très important, c'est qu'en 2004, il y a eu une forte pagaille, parce que en 2004, si vous voulez, 10 nouveaux pays sont venus nous rejoindre. On était passé d'une Europe de 12 à une Europe des 15 en 95, et en 2004, lorsque le président Jacques Chirac était à la tête de la France, il a accepté, si vous voulez, l'arrivée de 10 nouveaux pays. Alors là, nous arrivions dans quelque chose de totalement hétéroclite. C'est comme si vous imaginiez que des pays n'étant pas dans les mêmes conditions puissent jouer dans la même division au football. C'est pas possible. Il y avait Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie. La France, ensuite, il avait été demandé une préparation d'une constitution européenne. C'est là-dessus que les pays étaient amenés à se prononcer. La plupart des pays sont passés par le Parlement. Les Pays-Bas, l'Irlande et la France avaient au contraire décidé de passer par référendum. Les Pays-Bas ont voté non, la France a voté non. C'était en 2005. Et l'Irlande aussi, je me souviens. L'Irlande n'a pas voté. Oui. À partir du moment où les autres pays avaient dit non, ils n'ont pas voté, donc la Constitution a été refusée, et en principe, cela devait s'arrêter. Et c'est là qu'est arrivé le traité d'Amsterdam avec le président Nicolas Sarkozy, par la suite, qui a renégocié pour contourner. Ils ont remis complètement à plat le traité de Nice, etc. Et en fait, ils ont, étant donné qu'il n'était plus question de constitution, ils ont réaménagé complètement le traité pour passer outre, si vous voulez, le refus de la France de cet accord. Dans ces cas-là, on s'est demandé si on était encore en démocratie. Tout à fait. Mais en ce qui concerne la zone euro et l'Europe par elle-même, c'est une différence. Alors, la zone euro et si vous voulez, la différence qu'il y a entre la zone euro et l'Union européenne, en ce qui concerne l'Union européenne, comme on a dit, qui ne représente pas l'Europe, mais qui est l'Union européenne avec ses traités, la zone euro, il y avait une volonté politique depuis la création du traité de Maastricht de faire en sorte que, si vous voulez, l'Union européenne c'était un espace de paix prolongé, composé d'une mosaïque de pays tous différents. Ils ont leur langue, leur religion, leur culture, leur histoire, leur régime politique, etc. Et ce que les politiques souhaitaient, c'est que tout conflit entre ces pays soit définitivement terminé et qu'il n'y ait pas de brebis galeuses. Pour pas qu'il y ait de brebis galeuses, eh bien on a
laissé penser qu'il pouvait y avoir de gros avantages à avoir une monnaie unique, mais les pays qui appartenant à l'UE rentraient dans la zone euro n'avaient plus possibilité de sortir de la zone euro. C'est un des très gros problèmes qu'a rencontré la Grèce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aviez des commentateurs qui disaient s'il y a tant de difficultés, pourquoi la Grèce ne sort-elle pas de l'euro? Mais la Grèce ne peut pas sortir de l'euro. À partir du moment où la Grèce sortait de l'euro, elle devait sortir de l'Union européenne. C'était marqué dans les traités. Ce qui était d'ailleurs ridicule, on aurait très bien pu imaginer. Non, ça n'était pas possible. Un simple exemple qui va être très amusant et qui est instructif, si vous voulez, pour tout le monde, y compris pour les auditeurs, c'est que lorsque la Grèce on a tiré une signal d'alarme pour la Grèce, elle avait une dette de 112% de son PIB. Le temps que l'Allemagne accepte que la zone euro puisse financer et aider la Grèce, la Grèce, c'est au point de vue PIB par rapport à l'ensemble de l'Union européenne, c'est un ridicule, c'est microscopique. Eh bien, il a fallu attendre plus d'1 an et demi, voire 2 ans, et au moment donné, à partir du moment où on a décidé d'aider la Grèce, elle était déjà à 135% de dette. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis qu'on l'aide, ils sont rendus à 177%. Ce qui signifie que ça sert strictement à rien. Alors on va vous dire, ils ne payent pas leurs impôts, ils ne payent pas leurs taxes, ils sont mal organisés. C'est un autre problème. Mais en attendant, nous avons payé, nous payons. Qui s'est remboursé dans l'aide à la Grèce? Mais essentiellement, les banques. Et voilà. Voilà. Donc finalement, ça sert quand même à quelqu'un. Hein. Ça sert peut-être pas aux Grecs, mais ça sert aux banques. Tout à fait. Alors en effet, l'adhésion à la zone euro est considérée comme un avantage concerté dans l'Union européenne. Elle ne peut être mise en cause sans entraîner l'exclusion de l'Union. Voilà. Donc quand on entend dire en France qu'on va sortir de l'euro, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si vous voulez, quand on parle de la Grèce, il s'agit, et ceci n'est pas du tout péjoratif, la Grèce est un grand pays, mais en taille, au point de vue économique, c'est un petit pays. Si nous parlons de la France, il faut voir qu'aujourd'hui, la France est le deuxième contributeur si vous voulez, au financement de l'Union européenne. C'est le deuxième contributeur. Il va de soi que, normalement, c'est quelque chose qui peut être négocié avec les Allemands. Parce qu'il est clair que si l'euro est à ce niveau-là, c'est essentiellement parce que dans les négociations, l'euro devait être aligné au départ sur le mark. Alors, aujourd'hui, dans la négociation, toute négociation qu'il peut avoir pourrait faire comprendre, parce que l'Allemagne, comme les autres pays, sont tout à fait conscients que si la France sortait de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne économiquement, il n'y a plus d'Union européenne politique, il n'y a plus d'Union européenne en tant que telle. Et la zone euro explose. Et l'Allemagne aussi peut sortir bien entendu, l'Allemagne serait en très grosse difficulté. Donc, au lieu de se servir de ceci, en faisant comprendre, parce qu'il y a des solutions, on en parlera, bien sûr, mais il y a des solutions pour sortir de ce marasme, tout en essayant de préserver l'essentiel. Mais pour ceci, c'est une remise en cause. Cette remise en cause, l'Allemagne n'en veut pas. Aujourd'hui, l'Allemagne n'en veut pas. Si vous voulez, on vous parle d'austérité. Austérité et rigueur, c'est égal à chômage. Et dette et chômage, déficit, dette, chômage. Bientôt, on nous parle de déflation. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'inflation est de 1% en Allemagne. Elle est de 0,3 à 0,4% en France. Bon, alors déjà, on voit bien que d'un pays à l'autre, ce n'est pas la même chose. D'autre part, dans les traités de Maastricht, il y a deux choses qui étaient données. Il ne fallait pas que l'inflation soit supérieure à 2%. Comme le fait comprendre très bien M. Mario Draghi, aujourd'hui, à moins de 0,5% sur l'ensemble de l'Union européenne ou de la zone euro, surtout de la zone euro, c'est ridicule. Vous vous rendez compte la perte que nous avons, à la fois pour rembourser la dette, puisque quand il y a un peu d'inflation, on rembourse plus facilement la dette, et également pour tout... Non, c'est pas possible. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est clair, c'est qu'on ne peut pas
avoir de la croissance. Je l'ai expliqué l'autre fois, on ne veut pas parler de croissance que lorsqu'on se trouve dans une austérité, dans une très forte austérité. Alors on va jouer sur les mots. En France, il n'y a pas de l'austérité. En France, on protège un modèle social. À tort ou à raison, on protège un modèle social. Ce modèle social n'est pas le même, ni en Allemagne, ni en Angleterre, ni en Italie, ni en Espagne. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, alors que l'Allemagne annonce la mise en place d'un SMIC, des branches entières sont exclues, n'ont pas de SMIC, en particulier l'agriculture, l'agroalimentaire, le bâtiment, les services à la personne, etc. Je ne sais plus le nombre de branches, je crois qu'il y en a une quinzaine de branches qui ne sont pas concernées par le SMIC. Savez-vous qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises danoises et allemandes qui sont installées, qui traitent la viande de porc importée qui est exportée par la France, qui va en Allemagne, qui sont traitées pour de la matière congelée, de viande de porc congelée, qui est traitée par des personnels peu qualifiés, non qualifiés, voire un petit peu qualifiés. Le taux horaire pour payer pour ces gens-là oscille entre 1,5, 2 euros jusqu'à 5 euros de l'heure. Ils travaillent 6 jours sur 7 et pour 80% de ce personnel, il n'est pas allemand. Il vient de Pologne, il vient de Roumanie, etc., de Bulgarie. Il vient des pays donc limitrophes. Et il va de soi que ça n'est pas sérieux. Et après, cette viande est réexportée en France. Il n'y a pas de SMIC, soyons sérieux. Alors on va dire en Allemagne, ça n'est pas vrai. Mais évidemment, dans le milieu automobile, industriel et autres, c'est totalement différent. Ils n'ont pas besoin de SMIC. Les salaires eux-mêmes ne sont pas au niveau du SMIC. En revanche, ils ont toute une sous-traitance qui est faite par des gens qualifiés, des Hongrois, des Tchèques, des Slovaques, etc., autour de chez eux, et y compris des Polonais. Ces gens-là ne sont pas considérés comme des immigrants. Ils viennent travailler dans le cadre de ce que l'on appelle les travailleurs détachés, etc. Et il n'y a pas de ce côté-là, c'est pas sérieux. Quand vous voyez qu'en Angleterre aujourd'hui, vous avez ce que l'on appelle le contrat 0 heure. Alors le contrat 0 heure, quand vous avez un contrat 0 heure, vous ne pouvez pas être au chômage. Alors évidemment, vous imaginez la baisse de chômage. Je suis employeur, j'ai besoin de quelqu'un où je lui fais signer un contrat 0 heure, j'en ai besoin 4 heures cette semaine, 10 heures la semaine d'après, 15 heures la semaine d'après, et 3 heures la semaine d'après. Eh bien, il n'a pas de problème, il n'est pas au chômage. Et s'il est interrompu pendant quelques semaines, il faut un certain nombre de marges avant qu'il puisse se déclarer lui-même encore au chômage. Ok, on va faire une pause et puis on va se retrouver tout de suite après. Merci, madame. Merci. Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Précipice et tout bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Qu'elles ont à me dire les étoiles. 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ce comptine. Tout près d'une poste, y a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je lui dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. Que de pression dans les bars. 2
personne ne pour savoir. Chacun fait ce qui lui plaît. Légende, c'est manie. Décalcomanie. 7h du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylons qui filent sur le tendon, ses ongles m'accrochent. Tu viens chérie, le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés, sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc glacé me disent c'est l'heure. Je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait ce qui lui plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de jours et pas de taxi. Les chats qui se tapent le petit ronron. Les éminents des petits bateaux. Pour de l'âge pleure, je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus emplis. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi a des ennuis. Monsieur Papa se fait des tracas. Dans les logis, les mal lotis. Bébé fait lui s'abouillir. 8h du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Sur le lit de mes draps bleus froissés. Sur l'insoumis, sont mes cassés. Je perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Espèce de Kleenex et de bouteille vide. Je suis toute seule. Pas dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur les noix. Je me coupe la mer en massant les morceaux. Voilà, et nous allons reprendre cette émission donc avec Jacques Martineau, c'est-à-dire chacun fait vraiment ce qui lui plaît dans cette Europe et cette zone euro. Tous les pays de la zone euro sont attaqués en ce qui concerne la crise, Jacques Martineau. Les investisseurs se retirent et les prêteurs augmentent leurs taux. Vous dites qu'en janvier 2012, les Allemands eux-mêmes rachètent de la dette de leur pays à un taux faiblement négatif plutôt que de faire confiance à leur banque. On pourrait peut-être parler un petit peu aussi des agences de notation. Vous êtes là? Oui, tout à fait. Écoutez, en ce qui concerne la situation, je pense qu'on aura la possibilité de parler quelles sont les possibilités ensuite, je dirais, de comment espérer faire quelque chose. Alors, dans les agences de notation, comme vous le savez, vous avez grosso modo 3 grandes agences de notation, Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings. Fitch Ratings, c'est une franco-américaine, si vous voulez. Les agences de notation sont très vieilles. Fitch Ratings, c'est 1913, Moody's, c'est 1909, et Standard & Poor's, c'est 1860, revisité en 1941. Et là, maintenant, vous avez une agence qui est une agence chinoise qui, elle-même, date de très longtemps, mais qui commence à voir le jour, c'est Dagon Global. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les agences de notation, il y a aujourd'hui, et j'allais vous le dire tout à l'heure, énormément de lobbying à Bruxelles. Il y a des gens qui sont permanents à Bruxelles. Pour certains, il s'agit de milliers de personnes présentes. Pour d'autres, avec les visites, ça peut atteindre la dizaine de milliers. Quand vous pensez qu'il y a 40 000 fonctionnaires qui travaillent pour l'Union européenne, il va de soi que les lobbyistes ont la possibilité de voir 2-3 fonctionnaires. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ces agences de notation? Ce sont des appréciations au départ, c'était des cabinets conseils. Ces cabinets conseils qui étaient essentiellement pour les entreprises. Et puis, petit à petit, ça s'est tourné vers ces alliances, comme nous avons des unions, Union européenne, etc. Mais avant, il y a des agences, des agréments et des alliances dans le monde, c'est considérable. Et puis, très vite, c'est venu à faire des notations pour les pays. Et les pays eux-mêmes, au départ, payaient
pour pouvoir montrer à leurs banquiers comme à tous ces milieux financiers qu'ils étaient en très bonne santé, qu'ils pouvaient venir investir. Très vite, ça a relativement dérivé et maintenant c'est devenu une habitude et ils viennent donner des notes. Ce n'a pas empêché, si vous voulez, la catastrophe des subprimes, comment ils s'en sont sortis aux États-Unis, avec la Fed, les négociations qu'il y a eu qui étaient catastrophiques. Rien n'était prévisible. Et là, ils continuent à donner des notes. D'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, l'agence Moody's n'ose pas dégrader à nouveau la France, mais lui fait des recommandations d'austérité, de rigueur et de réforme. Voilà. Donc, je dirais que ça a une influence, ça peut avoir une influence sur les milieux financiers, mais vu la situation, la dégradation, et comme je le souligne souvent, attention, le FMI est revenu 4 ou 5 fois sur ses décisions. Le FMI maintenant est très ennuyé. Ils ont été les premiers à parler d'austérité, de rigueur, etc. Et maintenant ils reprochent à la zone euro et à l'Europe de s'être mis dans cette situation. Les États-Unis ne peuvent plus supporter une Europe avec un taux de croissance dans la zone euro de 0% et dans l'Union européenne de 0,2%. L'Allemagne, au deuxième trimestre 2014, est à moins 0,2. Et on est en train de parler de la France. Évidemment que l'Allemagne se sent un tout petit peu mieux. L'an dernier, la France était à 0,2 de croissance, l'Allemagne à 0,4. C'est pas miraculeux tout ça. Hein. Donc il est clair que ces agences, vous avez posé la question, ces agences jouent un rôle de conseil continu. Quand elles font mettre des notes sur les pays, que je sache, elles ne sont pas financées. Elles ne sont plus financées. Voilà. Oui, enfin, on peut se demander quand même Oui. un peu si elles sont vraiment si indépendantes que ça. Hein. Voilà, exactement, oui. Mais disons que c'est relatif. Là, ici, on va nuancer. On n'ose pas dire tout de suite ça va pas ou ça va. On met beaucoup de nuances et de bémols. C'est pour ça que les notes sont des AAA, AA-, A, etc. Et puis on peut jouer là-dessus. Alors, suivant les agences, les notations sont différentes. Mais vous disiez dans votre livre que l'agence japonaise ou chinoise, je ne sais plus, Danone, là, a vraiment dévalué les notes de l'Europe. Donc eux, ils ont... certains diront que les Chinois ne se gênent pas. Les notes sont mises en fonction du ressenti, des chiffres et de ce qu'ils voient. Voilà. Les autres, c'est beaucoup plus nuancé parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Il ne faut pas contrarier, il ne faut pas trop contrarier. Pour moi, c'est pas le plus important maintenant. Et si vous voulez, si on veut avoir de l'espoir pour l'Europe, je pense que là, on peut peut-être en dire quelques mots si vous le souhaitez. De quoi pour l'Europe, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'Europe? Parce qu'on n'a pas parlé de la dette, mais il y a quand même une dette qui est colossale. Voilà. Alors, et donc, il y a deux écoles. Il y en a une qui dit il faut réduction des dépenses et l'autre sur l'augmentation des impôts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi Alors, ce qui est clair, et qui n'est pas toujours clair, parce qu'on fait ce que j'appelle du comparatif abusif. L'autre fois, on entend sur la radio, l'Espagne va mieux, elle a eu au deuxième trimestre un taux de croissance de 0,6. Enfin, c'est très gentil de nous dire l'Espagne aujourd'hui, c'est 25% de chômeurs, c'est 57% pour les moins de 25 ans. Aujourd'hui, on voit en Espagne des gens dans la rue qui font de la mendicité espagnole, ça n'était jamais vu. Il y a énormément de travail au noir. J'ai par exemple des comparaisons, et ça c'est très difficile à obtenir, mais nous avons aujourd'hui des comparaisons, si vous voulez, sur l'emploi, où vous avez, pour le chômage, quelque chose qui est très important. Vous voyez qu'en Espagne, il y a 41,4% d'inactifs. Et 24,5% de chômeurs. Il est évident que dans les inactifs, vous avez des gens qui travaillent au noir, de l'activité, etc. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on en sort à ce point-là. La France a 36% d'inactifs. La Belgique, 39% d'inactifs. Alors, l'Allemagne, qui se porte au mieux, a 29,2% d'inactifs. Parce que l'OIT, auparavant, l'Organisation internationale du travail, ne mesurait pas le chômage, il mesurait l'activité. Donc on en déduisait des inactifs. Par exemple, une personne qui a des enfants, qui ne veut pas travailler, qui reste chez elle parce qu'elle ne travaille pas, elle n'a pas envie de travailler, c'est son choix.
au sens de l'OIT, à l'époque, était considéré comme une personne active qui ne travaille pas. Donc c'était considéré comme une personne inactive. Très vite, ça a été changé en disant, oui, mais attendez, il y a les gens qui travaillent à mi-temps volontairement, ceux qui sont contraints, et ils ont décidé de traduire ça en termes de chômage. Sans ça, avant, il n'y avait pas de chômage. Et les chômeurs sont les demandeurs d'emploi, pas les autres. Voilà. Alors, si on veut regarder ce qui peut se passer, en ce qui concerne la dette, moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que de toute façon, une dette, telle qu'elle est calculée aujourd'hui, on vous ramène la dette à une année, c'est catastrophique. Quand vous achetez un appartement, vous n'avez pas, par rapport à vos revenus, par rapport à ce que vous avez, il est évident que votre dette est étalée sur un grand nombre d'années. Là, aujourd'hui, on l'évalue comme s'il fallait la rembourser, si vous voulez, bon, dans une période relativement courte. Là, moi, le problème, la dette, on ne discute pas, la dette doit être stabilisée, voire légèrement grignoter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui est capable, dans les 20 ans, de rembourser sa dette. Aucun des pays ne le fera dans la conjoncture et la situation actuelle. Il faudra qu'il y ait un moratoire et que tous les États se réunissent et discutent. Ce qui est clair, c'est que par rapport à ceux qui ont prêté de l'argent, ça pose un problème considérable. Alors, mais les gens, ceux qui ont prêté de l'argent vivent sur les intérêts et c'est une rente de situation et un positionnement. Donc ce qui est important pour chaque pays, pour que ce soit sain, c'est d'arriver à dire attention, on sait qu'il faut diminuer le déficit. On ne peut pas laisser filer les déficits, il faut diminuer le déficit. Mais on ne peut pas obliger les pays, si vous voulez, à dire voilà, à la fin 2014, il faut que vous ayez 3%. À la fin 2015, il faut que vous ayez les 3%. À la fin, c'est ridicule. Quand vous imaginez un certain nombre de personnes, un petit groupe de personnes qui ont à faire 1 kilomètre à pied. Vous en avez qui seront capables de courir, d'autres qui le feront en marchant, d'autres qui vont le faire en trottinant. L'important, c'est quoi? C'est de faire les 1000 mètres. Alors, que l'on fasse les 1000 mètres, c'est une chose. Que l'on oblige les gens à dire vous devez courir en moins de 5 minutes, c'est un ridicule absolu. Donc, autrement dit, chaque pays encadré doit arriver à diminuer régulièrement son déficit, mais on le laisse respirer et le faire en fonction de ses capacités. Parce que si vous le faites trop rapidement, vous allez tuer l'activité. Et comme je l'ai expliqué dans mon dernier livre, c'est que c'est l'activité qui va créer de la richesse. C'est cette richesse qui va créer, si vous voulez, de la croissance. C'est cette croissance qui va créer, qui va permettre de l'investissement et de créer de l'emploi. Et satisfaire, évidemment, avec une politique de l'offre et de la demande simultanément. Donc il va de soi que l'objectif numéro 1 pour l'Europe, c'est le développement de l'activité. Et pour qu'il y ait développement d'activité, il faut choisir les champs sur lesquels on va intervenir, les champs sur lesquels l'Europe doit favoriser l'activité, de ne pas obliger non plus que cette activité soit la même pour les 28 pays. Vous développez un programme de recherche ou vous faites un programme de transformation d'énergie ou d'environnement et où vous voulez, au travers de ça, faire effectivement une transformation énergétique. Il va de soi à quoi ça sert d'aller donner à Malte des fonds pour qu'il fasse de la bibliographie seulement. C'est ridicule. Par contre, Malte, et puis peu avec l'Italie et avec un autre pays, même voire avec la France, travailler dans un autre domaine. Quand vous faites Airbus, on vous dit oui, c'est un projet européen. C'est évident que c'est un projet européen. Les 28 pays ne sont pas impliqués dans le projet Airbus au même niveau, de la même façon. Non, ça a été un projet qui a été fait entre quelques pays. Bon, eh bien c'est exactement pareil qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut qu'on ait une zone euro qui doit être protégée également du dumping économique. Vous ne pouvez pas accepter qu'au point de vue fiscal et social, il y ait un dumping fiscal et social. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui il y ait des sociétés qui gagnent de l'argent en France, qui sont basées au Luxembourg et qui payent leurs impôts en Irlande? Tout ça parce qu'il y a des jeux d'écriture et ça permet de toute façon de leur faire payer moins d'impôts. Alors il y a deux solutions. On doit se mettre, ou on est capable de se mettre d'accord, ou ça n'est plus possible. Une union bancaire européenne avait décidé, normalement il était question de séparer les services, les investissements, la banque d'affaires, etc. C'est pas encore réalisé, bien qu'on nous dise il y a quelques accords. Et tout ça devait se faire sous le contrôle de la BCE. Or la BCE est sous contrôle allemand.
C'est pas une banque centrale européenne indépendante. Alors, bien que Mario Draghi ait fait des projets, ait fait quelque chose et aidé, comment expliquez-vous que depuis 1973, la BCE prête maintenant, alors à l'époque il n'y avait pas la BCE, mais la BCE prête de l'argent à nos banques et l'État emprunte aux banques. Avant, nous avions une banque, la banque française, si vous voulez, la Banque de France, qui prêtait de l'argent à l'État et pouvait prêter de l'argent à l'État sans intérêt. Ben maintenant, c'est plus possible. Alors, vous avez la BCE qui est descendue à 0,25 et la France, on vous dit, si une performance, elle arrive à emprunter de l'argent à 1,4%. Où va la différence? Et il y a une chose aussi qui ne va pas, si vous voulez, dans l'Europe, qui montre avant d'aller. Alors donc, autrement dit, pour aider à entretenir la croissance dans la justice sociale et dans la paix, il faut favoriser à fond le développement et l'activité. Il y a un point aujourd'hui qui est totalement d'actualité, c'est la défense. Nous n'avons pas de défense européenne. Les pays qui le font, c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, qui essentiellement ont les moyens d'intervenir. L'Europe va vous dire qu'ils sont très satisfaits, et qu'ils encouragent. Qu'est-ce que ça leur coûte? Rien. Et qui est-ce qui va au combat? Qui est-ce qui va en première ligne? Qui est sur tous les points, au sens propre comme au sens figuré? Eh bien, vous avez la France et vous avez le Royaume-Uni. Pour les gens qui ne sont pas favorables en disant ça coûte de l'argent, dit la France n'a pas à intervenir, bien que l'Europe soutienne l'action, et vous avez comme ça, allez, soyons honnêtes, un peu moins d'une centaine de personnes européennes qui sont allées accompagner les Français au Mali, en Centrafrique, etc. On a même des endroits où pour l'Allemagne, c'est moins de 10 personnes. Alors soyons sérieux, il n'empêche qu'on vient vous dire, mais non, l'Allemagne participe, et nos politiques viennent vous présenter ça comme si, pour ne pas apparaître comme étant seuls, disent oui, on a maintenant, effectivement, on vient nous aider, il y a des gens qui interviennent, bon, non, tout ça c'est ridicule, au point de vue argent. Mais pourquoi le déficit de la France aujourd'hui va être de 4,4%, le déficit annuel? Pourquoi on ne peut pas déduire, si vous voulez, le fait que nous sommes obligés d'entretenir une force de frappe, parce que cette force nucléaire de dissuasion, tous les pays d'Europe sont très contents que la France ait une force de dissuasion, très contents parce que nous sommes indépendants du Royaume-Uni qui lui dépend beaucoup plus des États-Unis. Ils n'en veulent pas, mais pas du tout, ils sont très satisfaits. Qui est-ce qui l'entretient? C'est la France. Combien ça coûte? C'est la France. Combien ça rapporte aussi 31 milliards d'euros par an, la France. Mais combien ça rapporte aussi à la France, l'armement? Combien ça rapporte aussi à la France, les armes qu'elles vont aux autres? Vous avez aussi des ventes d'armes, vous avez aussi un certain nombre de donc choses on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. On va laisser ça. On va revenir sur la sortie de l'euro. Comme nous l'avons déjà dit, la sortie de l'euro n'est plus un mythe. Vous l'écrivez à la page 147. Non. Il semblerait que des banques d'affaires, des organismes d'assurance et des grands groupes internationaux s'y seraient déjà préparés, ainsi que quelques banques centrales et gouvernements. Alors, qu'est-ce qui se passerait si, d'un seul coup, l'euro s'écroulait? Alors, je pense que si ça se fait, ça se fera pas par décision d'un coup, quelque chose. Non. La première chose qui sera faite, c'est de dire de toute façon de vouloir avoir une véritable monnaie européenne, c'est-à-dire qu'il soit ramené à l'état d'une monnaie raisonnable. Au départ, si vous voulez, et le Deutsche Mark était en difficulté, vous vous souvenez que l'euro était plus faible que le dollar. Quand l'Allemagne a commencé à s'en sortir grâce au contexte européen qui lui était très favorable et aux réformes et aux mesures qu'ils ont prises, eh bien l'euro s'est mis à monter, tandis que le dollar étant libre, lui a pu être dévalué au gré des différentes crises, depuis les subprimes et la suite. Donc aujourd'hui, il faudrait, à mon avis, il faudrait que l'euro, d'abord, il faudrait qu'on soit dans une zone complètement séparée. C'est-à-dire, on ne peut pas faire jouer les 28 pays dans la même cour. Je serais beaucoup plus partisan, si vous voulez, je serais plus partisan aujourd'hui de 3 zones d'activité, de compréhension. C'est-à-dire que la première chose que nous aurions besoin, c'est d'avoir 6 à 8 pays maximum
qui, eux, pourraient avoir une monnaie unique, mais cette monnaie unique, je dirais à un taux de l'ordre de 1,15 à 1,20 par rapport au dollar, et qui aurait sous contrôle de la BCE, et la BCE aurait pour objectif, comme le font les Chinois avec le yuan, à savoir, les Américains dévaluent, on dévalue. Les Américains, ça remonte, on fait attention, on se stabilise, on reste en fonction de la réalité du change. C'est, si vous voulez, de façon à ce que vous n'ayez pas une lutte entre la France, l'Allemagne, les autres pays, parce qu'aujourd'hui, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud dans l'Europe, c'est tellement différent. Donc, autrement dit, 6 à 8 pays en monnaie unique. Ensuite, je dirais que vous auriez 6 à 8 pays en monnaie commune. C'est ce que j'appelle monnaie commune, c'est-à-dire qu'au fond, chacun, ça serait comme le serpent monétaire européen, les gens ont des euros par pays, c'est-à-dire qu'ils ont leur euro par pays qui fluctue et qui, lui, va se trouver autour de 1,10 par rapport, l'euro nominal étant l'euro qui, lui, va servir de toute façon à toutes les transactions entre tous les pays. Mais les autres ont une monnaie sur laquelle ils peuvent jouer plus ou moins 10%, c'est-à-dire de dévaluer ou de se réévaluer, de façon à pouvoir équilibrer. Est-ce que ces gens-là, ils auraient moins de contraintes, mais moins de droits aussi, plus avantageux pour les pays qui sont au centre, si vous voulez, avec leur monnaie unique, deuxième division pour ces 6 à 8 pays, et ensuite 12 à 16 pays où l'euro n'est plus qu'une monnaie de référence. C'est-à-dire que ça sert pour toutes les transactions, etc., mais ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur propre monnaie. Donc, une remise en cause complète, pour parvenir aujourd'hui à faire quelque chose, c'est une négociation profonde qu'il faut faire au niveau de l'ensemble de l'Europe et dire, bon ben voilà, il faut remettre tout en cause, on ne peut pas jouer dans la même division. Vous ne pouvez pas faire jouer l'Italie avec l'Allemagne, l'Allemagne avec l'Espagne, la France a des difficultés avec l'Allemagne, on n'a pas les mêmes règles du jeu. Vous ne pouvez pas jouer l'Irlande, alors on vous dit l'Irlande ça va beaucoup mieux. Oui, ça va beaucoup mieux, l'Irlande, ils ont énormément de sociétés qui vont chez eux pour payer des impôts là-bas parce qu'ils sont moins chers. Et vous avez également des problèmes de natalité. Il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, si vous voulez, avant que nous terminions cette discussion. Donc, autrement dit, oui, c'est possible. Oui, ça peut se discuter. Et vraiment, la sortie, de l'euro, c'est quelque chose qui doit être fait, qui ne pourrait advenir que si vraiment toute négociation échouée. L'objectif n'est pas de sortir de l'euro. L'objectif, c'est de dire, ça se discute. On ne peut pas avoir un euro. On a eu un euro à 1,40, 1,45. On est descendu maintenant à 1,30 grâce aux efforts, si vous voulez, de la BCE. Et ça ne satisfait pas, bien sûr, les Allemands. Et ils sont payés en euros. Si l'euro baisse par rapport au dollar, ils ne sont pas contents. Donc, il est évident qu'au travers de tout ça, il faut absolument, si vous voulez, qu'il y ait de véritables négociations. Il est clair que l'Europe ne peut pas rester dans le même cercle, une Union européenne, 28, 29, 30 pays, pourquoi pas, et où va-t-on? Non, on ne joue pas dans la même course. Alors, je voulais attirer votre attention sur la croissance de la population dans l'Union européenne. Vous allez voir quelque chose qui est vraiment et très intéressant. Les taux de natalité. Le pays où il y a le plus de taux de natalité, c'est l'Irlande. Le deuxième pays, c'est la France. Le troisième pays, c'est le Royaume-Uni. Dans la zone euro, c'est l'Irlande, la France, les Pays-Bas, la Finlande. L'Allemagne, c'est 8,42. La France, c'est 12,49. Quand on regarde la croissance de la population en milliers d'habitants français, attention, nationaux, en milliers d'habitants nationaux supplémentaires par an, c'est une source Eurostat, donc c'est tout à fait vérifiable. Alors ça, c'est pour 2012. Donc, vous m'en voudrez pas, ils n'ont pas les derniers de 2013, mais il y a quelque chose d'exceptionnel. L'Allemagne, c'est moins 51 000 habitants allemands par an, moins 51 000. La France, c'est 359 000, autrement dit 360 000. Il ne s'agit pas des immigrés, on ne les compte pas, on ne compte pas l'immigration, non. On ne parle que des milliers d'habitants français supplémentaires par an. Vous en avez 360 000. Un simple calcul élémentaire vous montre que si l'Allemagne ne crée pas d'emplois, si la France ne crée pas d'emplois, vous vous trouvez avec une différence de taux de chômage qui croît de 1,7% par rapport à l'Allemagne en France. C'est-à-dire que vous avez 1,7% par an de taux de chômage en plus.
Voilà, tout simplement parce que d'un côté, le nombre d'actifs diminue, de l'autre côté, le nombre d'actifs augmente, et comme la satisfaction si la satisfaction à fournir les emplois reste la même, c'est une catastrophe. Et puis il y a leur problème de retraite, qui paiera leur retraite s'il n'y a pas de vieux après. Voilà, Bon. alors justement, c'est pour ça que là, ici, c'est bien une croissance de la population nationale, au sens des habitants nationaux, et c'est là où, effectivement, les populations immigrées, dans la mesure où ils travaillent, dans la mesure où ils cotisent, dans la mesure où ils font quelque chose, vont leur permettre de compenser un petit peu. Mais l'Allemagne restera toujours en difficulté très forte. Alors vous avez de la même façon la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Lituanie, tout ça, ça descend. Et un pays qui monte, celui qui est le leader là-dedans, c'est le Royaume-Uni, avec 409 000 personnes par an. Mais en tous les cas, ils n'ont pas perdu leur monnaie. Hein. Ils ont gardé leur monnaie. Ils ont gardé. Vous savez, je crois qu'un pays qui possède son énergie, qui possède sa défense, qui possède sa monnaie, qui possède effectivement, je dirais, aussi, bien entendu, sa constitution, ses banques, son industrie, sa recherche, c'est un pays qui existe et ça ne lui empêche pas d'être effectivement partenaire avec les autres. Je crois que l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, moi je ne suis pas contre l'Europe du tout, mais je dis l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très handicapant. Et nos chefs d'État, quels qu'ils soient, se doivent d'avoir un jour bien le courage de l'expliquer et de le discuter sérieusement, effectivement, avec nos partenaires. Notre contribution nous sommes le deuxième pays qui contribue aujourd'hui, si vous voulez, au fond, à donner de l'argent, c'est-à-dire en fait la contribution, les contributions pour l'Europe. D'abord, il faut que vous sachiez, pour bien insister pour les auditeurs, le budget européen est ridicule. C'est 143 milliards d'euros en 2014. Ça, c'est le budget de 2014. Et vous savez que les budgets, quand je dis 2014, vous savez que le budget européen est voté pour 7 ans. C'est-à-dire que ça va rester peut-être à l'inflation près, mais ça reste dans ces eaux-là. Bon, ça, c'est même pas la ressource de la TVA en France. C'est-à-dire qu'au point de vue contribution des États, le total représente c'est 143 milliards, donc c'est une somme qui est extrêmement faible. Et elle est extrêmement faible. Alors ce qu'il faut voir, c'est que la France, là-dedans, donnait, alors j'ai le chiffre de 2013, elle donnait pratiquement 20 milliards d'euros, pour 23 milliards à l'Allemagne. Ben oui, d'accord, mais enfin c'est déjà pas mal. La France donne 20 milliards, l'Allemagne donne 23 milliards. Et on dit souvent, vous entendez aussi bien des confrères journalistes ou des commentateurs qui viennent vous dire « Oui, l'Allemagne en a assez de payer ». Non mais attendez, 23 milliards ou 20 milliards, ne jouons pas sur les mots. Nous ne jouons pas sur les mots. Il est clair que de toute façon, c'est une somme très importante. En revanche, combien nous recevons ? Eh bien, l'Allemagne, effectivement, donne un petit peu plus que la France, puisque sur 23 milliards, elle n'en retouche que 12 milliards. Donc elle a laissé 11 milliards sur la table. Mais la France, elle en récupère que 13 milliards. Donc elle en met 20, elle en perd 7. Il va de soi que on comprend certaines personnes qui viennent dire « Ah ben oui, mais c'est pas sérieux parce que nous, finalement, nous donnons beaucoup d'argent, mais on perd plus. » Mais on va être obligé de s'arrêter parce qu'il est presque 56. Voilà. On vous retrouve aussi sur le Club Espace 21 pour les auditeurs qui voudraient vous retrouver. On est d'accord ? Tout à fait, oui, sur Google, Club Espace 21, espace ESPACE, c'est-à-dire études, synthèse, prospective, animation, challenge européen, 21e siècle. Mme Vérin, j'espère que j'ai répondu du mieux possible à vos questions et je vous remercie beaucoup pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Donc, vous appelez Jacques Martineau, EAU à la fin. Une Europe sans euro ou un euro sans Europe, c'est chez Procom. C'est Procom. Oui. Merci beaucoup. Merci, Mme Vérin. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Merci.